plutôt que de repartir des grands cadrages, c'est plutôt de repartir du petit bout de la lorgnette pour revenir ensuite sur des cadrages un peu plus généraux, sachant que l'enjeu de cette présentation est de vous montrer aussi les continuités, les croisements qu'il peut y avoir entre les travaux d'Alexandre sur le modèle CARE et puis les travaux sur les comptabilités de gestion écosystème centré. Alors, la première chose à dire, c'est que sur la question des comptabilités de gestion écosystème centré, en fait, on part d'un problème qui est d'abord un problème de gestion de l'environnement et non pas un problème de gestion de l'entreprise au départ. Donc, toute la réflexion que je vais essayer de déployer avec vous s'attache à se demander comment est-ce que les comptabilités, la pensée comptable et les possibles outillages comptables qu'on peut construire peuvent permettre d'organiser une gestion des écosystèmes, de la biodiversité ou de problèmes environnementaux. Mais je ne suis pas sur la question de l'écologisation de l'entreprise par la comptabilité. Et c'est ce qu'on essaye de vous montrer avec Alexandre, ce qu'on a envie de mettre en discussion, c'est justement que ces deux problématiques sont fondamentalement complémentaires. Et donc, comme je le disais, je vais d'abord vous présenter une proposition qui est un modèle de comptabilité de gestion écosystème centré, en repartant des problématiques qu'a exposées Alexandre à la fin de sa présentation, pour ensuite revenir, redécrire un petit peu ce dans quoi cette proposition s'inscrit. Alors, avant cela, en préambule, simplement revenir à une définition de base de ce qu'est un écosystème. Un écosystème, au sens milieu naturel du terme, c'est un système formé par un environnement, un biotope, et par l'ensemble des espèces, la biocénose, qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent. Donc c'est une montagne, une forêt, un lac. C'est un ensemble d'interrelations entre un certain nombre d'êtres vivants. Et cette notion d'interrelation et d'interdépendance sera importante. Un autre premier élément en préambule, c'est que aujourd'hui se succèdent les rapports depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, qui nous rappellent à chaque fois à quel point la biodiversité, les écosystèmes se dégradent. Un des récents rapports est celui de l'IPBES, l'International Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui nous rappelle un certain nombre de chiffres que je ne vais pas redécliner là, mais qui sont des chiffres assez alarmants sur la destruction de la biodiversité. Alors, est-ce qu'on est condamné à compter ou à avoir des formes de compte de plus en plus précis de la destruction de la nature, ou est-ce qu'on peut aussi imaginer des formes de comptabilité qui nous permettent d'organiser la gestion des écosystèmes, de la biodiversité et sa restauration? C'est toute la question qui, en tout cas, m'anime. Alors, comme je le disais, je vais repartir du petit bout de la lorgnette en vous présentant une proposition. Alexandre a terminé sa présentation en parlant des entités capitales des entités capitales à préserver, des capitaux naturels, l'ensemble des capitaux naturels au pluriel que une entreprise se doit de préserver. Mais une entreprise qui préserve un tel capital naturel, quand elle arrive sur des questions de définition de ce capital naturel, de prise en charge de ce capital naturel, très vite se retrouve, et c'est ce que ce schéma montre, à se poser des questions sur les bons états écologiques, à être en interaction avec tout un tas d'autres acteurs qui, eux aussi, font usage de ces capitaux naturels ou impactent ces capitaux naturels. Et donc, dans l'immense majorité des cas, une entreprise qui appliquerait, par exemple, le modèle CARE n'est pas la seule à interagir avec cette entité capitale à préserver et à pouvoir en décider la destinée. Elle n'est qu'un élément dans un réseau d'interdépendance complexe dont dépend in fine le maintien de cette entité écologique. Et ça demande de traiter des questions ontologiques, mais également de périmètre pertinent, de définition de cette entité, mais aussi des responsabilités, des prises d'engagement entre acteurs pour préserver ces capitaux naturels, de coordination de l'action aussi entre acteurs à l'échelle d'un écosystème ou d'une entité capitale à préserver. Et donc, soulever cette question, ça demande de sortir des frontières de l'entreprise
pour s'intéresser et la resituer dans un autre univers d'action, un autre univers de possible comptabilité aussi, qui est celui de la gestion collective et stratégique des écosystèmes ou des problèmes d'environnement. Et donc les entités capitales à préserver, ou qu'on appellera ici préoccupations écologiques, pour reprendre l'expression aussi de Matters of Concerns, ou tout simplement dans un sens large, entendu comme préoccupation écosystème, n'existent pas dans un vide. Ils prennent sens et s'inscrivent toujours dans des contextes écologiques et sociaux, d'interrelations hétérogènes, complexes et toujours spécifiques. Alors pour illustrer cette idée, je vous propose une petite expérience de pensée, de voyager avec moi pas très loin d'ici, dans une vallée fictive mais néanmoins fortement renommée, qui est la vallée de la Brême, en Lorraine, et de suivre les tribulations de Roger, qui est le directeur d'une entreprise de papier à carton qui vient s'installer sur ce magnifique territoire dans le cadre d'un plan économique visant à redynamiser l'emploi et le développement sur ce territoire. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce territoire? On voit deux cours d'eau, le Thil et la Brême. Le Thil qui est bordé d'un certain nombre d'exploitations agricoles qui ont un certain impact, notamment avec le nouveau plan économique qui prévoit l'installation d'exploitations intensives de cochons. On a un autre cours d'eau, la Brême, qui a un long parcours sur des territoires arborés, avant de traverser la commune de Braménil, où se situe donc la future cartonnerie, donc l'entreprise de carton. Et puis à la sortie, et où se situe aussi une station d'épuration d'une entreprise d'eau. Et puis on a ensuite des marais communaux qui sont pour la partie vert foncé gérés par une association de protection de la nature qui est très bien implantée sur ce territoire et qui a ce site en gestion propre. Et puis de l'autre côté, des maraîchers un peu marginaux qui sont installés là et qui gèrent plus ou moins bien cette partie-là du marais en termes d'environnement. Et puis on a le lac du Thil, autour desquels on voit sur le pourtour ouest un certain nombre de forêts qui sont gérées à la fois par l'ONF et par des gestionnaires privés. Et puis aussi une base nautique avec un camping, une plage qui elle aussi va grandir va devoir s'agrandir ou prévoit de s'agrandir dans le fameux plan de développement économique en intensifiant la fréquentation. Et puis on a aussi reliquat des pratiques monastiques dans ces vallées lorraines. On a de la pisciculture bio qui est installé là et qui donc a un label bio pour la qualité de ces poissons, qui dépend du coup de la qualité du lac. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour donner un peu de chair à ce que ça veut dire s'intéresser à la gestion d'un capital naturel. C'est déjà comprendre qui habitent un territoire, comment est-ce que ils interagissent avec un écosystème. Et la question de la définition des états de conservation, des bons états écologiques de conservation, ne peut se penser que dans ce territoire. Donc si je reviens à Roger, qui est donc le directeur de cette nouvelle cartonnerie, qui veut vraiment bien faire, qui veut avoir un modèle d'entreprise exemplaire, et qui du coup va chercher à définir le capital naturel dont il va faire usage en installant sa cartonnerie. Il se trouve que l'installation de sa cartonnerie va artificialiser un certain nombre de sols et puis va rejeter un certain nombre de polluants aussi qui risquent d'impacter le lac du Thil et le marais. Donc il prend son bâton de pèlerin et puis il va faire le tour un petit peu des acteurs et le tour du lac. Et puis il va d'abord rencontrer l'association de protection des marais communaux, qui sont très inquiets de ce nouveau plan économique. Eux, ça fait des années qu'ils font un certain nombre d'inventaires écologiques, et ils ont d'ailleurs découvert très récemment une grenouille, la grenouille de la Brême, qui n'existe que sur ce lac et dans cette vallée, et qui dépend d'un équilibre très fragile, d'une qualité très fragile de l'écosystème.
Et puis, il va voir l'ONF qui sont en plein débat interne sur la question de savoir s'il faut qu'ils gèrent leur forêt de manière à rentabiliser la production de bois, parce qu'ils ont des problèmes budgétaires, ou s'il faut qu'ils fassent une gestion écologique qui favorise l'épuration de l'eau qui vient s'écouler du lac en traversant les zones de forêt. Il va voir également les pisciculteurs qui, eux, ont extrêmement peur de perdre leur label bio du fait de la dégradation de la qualité du lac qui va potentiellement advenir avec le plan économique, etc., etc. Et puis il va voir les agriculteurs et puis il a une fin de non-recevoir de la moitié d'entre eux avec qui la discussion est compliquée. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que cette question de comment est-ce qu'on définit le bon état écologique du lac du Thil, par exemple, ou de cet écosystème de la vallée de la Brème, ne peut se penser que en dialogue et en interrogeant l'ensemble des interdépendances à l'échelle de l'écosystème que les acteurs ont avec cet écosystème. Quand bien même il y a des normes de bon état écologique juridiques qui existent, celles-ci ne sont qu'un élément dans la définition de ces bons états écologiques. D'autres enseignements qu'on peut tirer de ce petit cas fictif, c'est qu'on se rend compte que cette source de préoccupation qu'il est pour cette cartonnerie qui souhaite appliquer CARE n'est pas nécessairement une source de préoccupation pour tout le monde. Pour certains, c'est pas une source de préoccupation du tout. Et donc c'est très difficile pour Roger d'arriver à définir quel est l'impact environnemental dû à l'usage de cet écosystème qu'il peut lui être imputé à lui, puisque cet impact environnemental est nécessairement relatif à l'impact environnemental des autres et à la compréhension de la manière dont se combinent ces impacts à l'échelle de cet écosystème. Et il en va de même et puisque c'est ça que le modèle CARE met en avant, il en va de même pour les activités de maintien ou de restauration de l'écosystème, dont la pertinence et la pertinence ne peut être pensée que relativement à la fois aux impacts des autres et aux apports des autres à la restauration de cet écosystème. Donc la cartonnerie seule ne peut pas retenir une définition des bons états écologiques sans un engagement dans la discussion avec d'autres sur les définitions, sur la caractérisation du problème, sur la reconnaissance des responsabilités des uns et des autres, sur la négociation d'éventuels engagements et actions à prendre et décider collectivement. Alors, c'est justement ça que le modèle des comptes de contribution écologique, sur lequel on travaille depuis plusieurs années, a été développé. C'est-à-dire que l'enjeu de ce modèle est d'essayer de penser, de proposer un cadre comptable qui soit à un niveau interorganisationnel, c'est-à-dire qui permette de structurer l'action, les discussions et aussi l'action de différents acteurs en interaction à l'échelle d'un écosystème, avec comme réflexion ou comme point clé, comme question clé, qu'est-ce qu'il faut absolument compter ou qu'est-ce qu'il ne faut pas louper, disons, pour pouvoir s'organiser entre acteurs à l'échelle d'un écosystème et pour pouvoir organiser les discussions et la conduite de l'action. Alors, ce modèle, il s'appuie sur la définition de différents comptes qui sont en lien les uns avec les autres, qui forment un cadre logique cohérent. Et dans ce contexte, qu'est-ce qu'un compte? Alexandre l'a dit tout à l'heure, c'est une unité minimale d'information qui correspond à un élément clé qui va être important de comptabiliser par rapport, non pas dans une logique de modélisation scientifique, disons, mais dans une logique, mais par rapport à des enjeux spécifiques de discussion ou de négociation que ce compte va pouvoir informer et qui mérite d'être distingué. Autrement dit, le modèle, il cherche à articuler une vision d'ensemble, de l'ensemble des éléments clés qu'il faudrait idéalement compter pour organiser la gestion collective d'un problème d'environnement. Alors le premier point, c'est d'instruire effectivement collectivement la question de savoir quelle définition de la préoccupation écologique est-ce qu'on retient. Pas simplement au niveau du coût de la cartonnerie dans l'exemple, mais à l'échelle des interdépendances de l'écosystème. Quel concept de résultat écologique on retient? Et autrement dit, quelle valeur écologique est-ce qu'on cherche à créer collectivement
quelle cible écologique de restauration de l'écosystème est-ce qu'on cherche à atteindre. Et donc, on a un centrage du modèle sur ce compte qui est en fait un compte de résultats à l'échelle de l'écosystème sur l'évolution et qui permet de suivre l'évolution de sa qualité écologique. Et donc, dans la définition de ce qui doit être compté dans ce compte, il y a bien évidemment des éléments scientifiques qui vont permettre de caractériser l'écosystème, d'objectiver d'une certaine manière aussi la question en s'appuyant sur l'état des connaissances, les systèmes d'information disponibles, etc. Mais, et c'est pour ça aussi qu'on parle de comptabilité, parce que la comptabilité, ça rejoint la notion de comptabilité comme outillage profondément subjectif, de conventionnement, se posent aussi des questions de comment est-ce qu'on choisit de représenter les résultats à atteindre. De la même manière, à l'échelle d'un écosystème, il se passe la même chose que dans une entreprise. Le choix d'un compte de résultats n'est pas neutre et il répond à des choix de représentation et à des choix d'organisation de la gouvernance, de ce qu'on souhaite rendre visible ou pas par rapport à des enjeux particuliers. Est-ce que, par exemple, on va inclure dans le compte de résultats écologiques des données qui vont être prises à l'échelle des 2 rivières qui se jettent dans le Thil, ou est-ce qu'on mesure la qualité du lac directement dans le lac? On voit bien qu'on n'aura pas le même suivi des responsabilités, puisque si par exemple on va suivre on va évaluer les résultats écologiques à l'échelle, sur les 2 cours d'eau qui se jettent dans le lac. On va pouvoir distinguer déjà des formes de responsabilité dans la pollution du lac du fait de ces cours d'eau. Si on mesure le résultat écologique à l'échelle du lac tout confondu, on ne pourra plus avoir cette distinction. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le choix des bons états écologiques et dans le choix de représentation de ce qu'on met dans le compte de suivi des valeurs écologiques, il y a aussi des choix subjectifs qui sont justement une question à instruire collectivement. La deuxième étape, c'est de se demander quelle typologie pertinente des grands ensembles de pression négative qui s'exercent sur le lac. Il est indispensable de pouvoir se donner des repères, c'est ce qu'en analyse stratégique de la gestion environnementale on appelle la gestion effective, pour évaluer et suivre les grands ensembles de pression et leurs effets sur les cibles écologiques identifiées dans le compte de résultats. Et donc, l'enjeu, c'est d'organiser un compte de suivi des pressions qui puisse refléter les phénomènes les plus dégradants, les plus problématiques, et derrière, identifier, peut-être dévoiler, ou en tout cas amener à faire reconnaître un certain nombre de responsabilités d'acteurs ou de groupes d'acteurs dans ces pressions à l'échelle de l'écosystème, des acteurs qui sont de fait concernés par la dégradation du milieu ou par son amélioration. Et donc, cet enjeu de discussion autour du compte de pression est évidemment compliqué puisqu'il pointe des responsabilités, il oblige à s'accorder sur la reconnaissance de ces responsabilités. À côté de ça, ce qui fait un peu la particularité du modèle, c'est de s'appuyer sur la notion de contribution écologique, avec l'enjeu, toujours en termes biophysiques, de se demander quelle typologie et quel suivi des contributions ayant un impact positif direct sur l'écosystème ou la préoccupation écologique concernée. Donc là, l'enjeu, c'est d'identifier des grands types de contributions positives, c'est-à-dire des activités qui vont participer au maintien ou à la restauration de l'écosystème en question et qui ont un ordre de grandeur pertinent pour être identifiés dans ce compte. C'est ce qu'on appelle les paquets contributifs, c'est-à-dire qu'on va essayer de compter des actions qui ont un effet observable ou attendu en termes écologiques sur la préoccupation et qui vont avoir un effet observable, notamment du fait de combinaisons qui peuvent exister entre différentes contributions apportées par différents acteurs ou où elles vont se cumuler. Je prends un exemple. Si l'ONF dont je vous parlais tout à l'heure, l'Office national des forêts qui a des forêts sur le pourtour ouest du lac, décide de mettre en place des mesures de protection de ces forêts pour améliorer la capacité épuratoire des écosystèmes et donc protéger le lac,
cette contribution-là, ou ce paquet contributif, prend du sens aussi si d'autres acteurs, et si on regarde si d'autres acteurs protègent aussi des écosystèmes qui jouent aussi un rôle épuratoire à l'échelle de l'écosystème. Donc un point important, c'est que les contributions, elles prennent un sens uniquement en contexte. Il ne s'agit pas d'analyser des contributions à contextualiser. L'idée, c'est de refuser qu'il y ait des contributions dans l'absolu, qu'on puisse définir d'en haut, en disant, par exemple, toute dépense fléchée vers la restauration des écosystèmes ou des zones humides est nécessairement une contribution. Non, il faut aller regarder sur le terrain comment elle se combine avec d'autres activités qui vont permettre la restauration de l'écosystème, et elles sont toujours relatives à la définition de la préoccupation écologique initiale, à l'histoire du territoire, à la manière dont les contributions vont se combiner sur le terrain et à la manière par lesquelles elles vont bénéficier d'une reconnaissance sociale et à leur remise en perspective dans les ordres de grandeur pertinents par rapport au suivi des pressions. Et c'est bien ça aussi l'enjeu de ce modèle, c'est de lire plusieurs éléments en même temps qui permettent de suivre des éléments clés du système pour en avoir une image la plus juste possible. Et puis un autre point sur cette notion de contribution, c'est qu'on est dans un renversement ici de la logique qui prédomine sur les manières de comptabiliser la nature aujourd'hui. Alexandre a parlé des services écosystémiques. Effectivement, aujourd'hui, le terme le plus utilisé, c'est les nature's contributions to people, c'est-à-dire de reconnaître que la nature nous rend des services, nous apporte des contributions, permet d'apporter des choses à la société et à l'économie. Là, on est dans une autre idée qui est de savoir comment est-ce qu'on s'organise entre hommes pour produire des contributions favorables à la nature. Donc ensemble, ces trois comptes font ce qu'on a appelé les comptes publics, parce qu'ils peuvent faire l'objet d'une certaine publicité et sont uniquement biophysiques. Il y a un deuxième niveau de compte qui est cette fois-ci dédié directement au collectif d'acteurs engagés qui cherchent à prendre en compte ou à améliorer l'état de cet écosystème et qui vont être réellement engagés dans une démarche de prise en charge de cette préoccupation et qui vont chercher à négocier des efforts, des moyens, etc., etc. Et donc, de ce point de vue-là, on distingue trois grands types de contributions. Premièrement, ce qu'on a appelé le compte des efforts ou coût des paquets contributifs, et le vocabulaire est pas forcément, est certainement à travailler, mais la question c'est de savoir qui fournit quel effort et qui fournit quel coût pour contribuer à la protection de l'écosystème, et comment peut-on évaluer l'effet de ces efforts sur l'amélioration de l'écosystème. Et puis il y a deux autres grands types de contributions. Il y a évidemment des contributions budgétaires ou des ressources qui vont être mises en commun collectivement pour organiser la prise en charge collective de cet écosystème. Et là, l'idée de ce compte, c'est d'avoir une vision consolidée de l'ensemble, par exemple, des financements ou des ressources qui vont permettre de financer ou de compenser, disons, les efforts et les coûts permettant des actions directes sur l'écosystème. Et puis, il y a un troisième compte collectif, disons. Ce sont ce qu'on a appelé les comptes de contribution à l'organisation collective. C'est-à-dire l'ensemble des contributions qui n'ont pas un effet direct sur la qualité de l'écosystème, qui ne sont donc pas des activités de maintien ou des activités de restauration, par exemple planter des arbres ou réduire directement une pression de pollution, mais qui vont être des contributions, des efforts, justement pour construire ce collectif. Et donc, il y a plusieurs types de contributions à l'organisation collective. Il y a des efforts pour générer et animer une vie collective autour justement de cette comptabilité, c'est-à-dire quelles activités de communication, quelles activités de médiation, quelles activités de sensibilisation et de coordination des acteurs sont mises en place et à quel coût.
parce que ça demande aussi évidemment un certain nombre d'efforts et de coûts. Et puis un deuxième aspect de ces comptes de contribution à l'organisation collective, qui est un peu une mise en abîme de la comptabilité dans la comptabilité, c'est-à-dire cette comptabilité, il faut qu'elle construise sur quelque chose. Donc c'est l'ensemble des coûts et l'ensemble des activités qui vont être nécessaires pour construire ce système comptable à l'échelle de l'écosystème comme objet partagé. Et donc, c'est toutes les activités d'instrumentation de données, de traitement de données, etc., etc. Et puis, un dernier niveau de compte, c'est les comptes privés d'acteurs, avec la question de savoir qu'est-ce que gagne ou perd chaque acteur par son implication dans l'action collective pour la restauration de l'écosystème. Comment chaque acteur peut-il faire un bilan personnel de son innovation, de son implication, pardon, et de son engagement, en se demandant par exemple, lui personnellement, quel effort il a mis en termes d'activité de restauration ou de maintien, est-ce qu'il a obtenu des choses en échange dans la négociation, que ce soit des compensations financières ou autres, est-ce qu'il subit des coûts du fait de la dégradation des écosystèmes, est-ce que le fait de refléter ces coûts dans la négociation collective a du sens, est-ce qu'au contraire l'amélioration de la qualité de l'écosystème lui permet d'économiser un certain nombre d'efforts ou de coûts, etc., etc. Et vous voyez que là, sur ces comptes individuels d'acteurs, on connecte directement avec les réflexions de Kerr, puisque chaque acteur peut ensuite réintégrer ça dans le traitement comptable de ses informations personnelles, de ses contributions personnelles, de ses impacts personnels à l'écosystème. Et donc avoir une réflexion autour de la réduction de sa dette écologique. Un dernier point, il n'est pas non plus impossible de se demander effectivement comment, si de manière générale, le fait d'améliorer la qualité de l'écosystème, dans quelle mesure est-ce que l'amélioration de la qualité de l'écosystème crée de la valeur aussi à d'autres échelles sur le territoire, pour les riverains, pour les consommateurs, etc. Et donc là, on retrouve la notion de service écosystémique, mais qui est resituée comme un élément de comptabilité possible dans un cadre plus large qui prend en compte un certain nombre d'éléments et qui est organisé sur une autre logique. Donc, pour récapituler, on a un modèle comptable, une architecture comptable qui est centrée sur la conservation ou la restauration d'un écosystème donné, source de préoccupation collective. On a une identification des grandes catégories incontournables, des choses qu'il faut compter pour mettre en place ou pour négocier entre acteurs une prise en charge réussie d'un écosystème. Et puis, on a un cadre logique, et c'est ça tout l'intérêt. On est dans l'univers des comptabilités analytiques et des comptabilités de gestion, beaucoup plus que dans l'univers des comptabilités financières. On a un cadre logique qui permet de mettre en relation des questions clés qu'un collectif peut se poser cependant qu'il cherche à prendre en charge le problème. Atteint-on collectivement les résultats qu'on s'est donné à atteindre en termes de qualité de l'écosystème? Au prix de quel effort? Sont-ils justement répartis, ces efforts? Les contributions sont-elles suffisantes compte tenu des pressions, compte tenu des ordres de grandeur de pression qu'il s'agit aussi de garder dans le viseur? Quelles contributions mériteraient d'être plus soutenues? Est-ce qu'on a les moyens budgétaires et les ressources budgétaires à mettre en commun pour soutenir ces contributions? Et au nom de quoi ces contributions méritent-elles d'être soutenues? Est-ce que c'est strictement du point de vue de leur efficacité environnementale ou est-ce que c'est aussi du point de vue de la justice des efforts? On peut très bien avoir un acteur qui s'engage dans une activité ou qui transforme son modèle d'activité justement pour réduire ses impacts au prix d'un grand effort sans qui mérite d'être connu, sans que toutefois cet effort conduise nécessairement à une contribution qui a beaucoup de valeur du point de vue de l'amélioration de l'écosystème. Donc c'est toutes ces questions qu'il s'agit non pas de résoudre de but en blanc, mais qu'il s'agit justement dont il s'agit d'équiper pour qu'un collectif puisse y réfléchir. Et donc ça met en lisibilité des tensions qui sont justement des tensions de négociation, qui ne sont pas à effacer, mais au contraire à travailler, qui sont des tensions entre résultats collectifs écologiques et résultats individuels, donc entre création de valeur collective à l'échelle d'un territoire et création de valeur individuelle, et efficacité environnementale d'une contribution versus reconnaissance des efforts. Alors j'ai parlé des fameux comptes d'organisation collective.
il soulève deux questions importantes. La première, c'est sur quoi construit la comptabilité, parce que pour l'instant, ça a l'air assez hors sol. Et la deuxième, j'y viendrai juste après, c'est la question fondamentale, évidemment, de la gouvernance. Donc, la première question, c'est de savoir, et c'est pour ça qu'il y a un compte qui est dédié à ça, c'est-à-dire à organiser et à organiser le suivi comptable des activités de production de données, de traitement des données et d'instrumentation du territoire en termes de données écologiques. La première question, c'est sur la base de quelles données est-ce qu'on construit cette comptabilité, qui maîtrise ces différentes données, et sachant que voilà, c'est une contribution que d'articuler ces de produire ces données. Et donc, le parti pris du cadre du modèle des comptes de contribution, c'est vraiment de construire sur l'existant au moment où une intervention avec ce modèle se fait sur le territoire. Et l'enjeu, c'est vraiment qu'il puisse servir de cadre d'assemblage de l'ensemble, alors pas simplement des outils, mais déjà de l'ensemble des outils d'information et de la diversité des éléments de comptabilité partielle qui sont déjà en fait en train d'être faits sur le territoire par différents acteurs. On a déjà la cartonnerie qui est un outil d'empreinte écologique. On peut avoir l'ONF qui a mis en place des études de coûts de restauration des berges et de plantation de forêt sur les berges. On peut avoir aussi des premières études ou des suivis d'évaluation biophysique des capacités épuratoires des forêts pour savoir dans quelle mesure planter des forêts contribue à l'amélioration de la qualité de l'eau. On peut aussi avoir l'entreprise d'eau qui a mis en place un suivi continu de la qualité de l'eau et des coûts de suivi de cette qualité de l'eau de surface. L'association qui a mis en place un suivi de la richesse de la biodiversité d'un site, etc., etc. Les taux de fréquentation des activités de loisirs, etc., ou les moyens alloués par la collectivité pour soutenir les démarches de transition territoriale. Donc la question, les pertes économiques dues à la potentielle perte du label bio par les fameux pisciculteurs. Donc l'enjeu du cadre des comptes de contribution, c'est vraiment d'être un cadre intégratif pour un ensemble de données pertinentes qui vont prendre sens par rapport aux catégories conceptuelles de contribution, de pression et de distinction des trois types de contribution et de suivi des résultats. Donc on est sur un système de compte générique qui ne prend sens qu'en situation. D'une certaine manière, c'est un cadre qui propose des catégories, mais qui disent ce qu'il faudrait compter et comment l'articuler, mais qui ne dit pas le détail de comment il faut compter et de comment organiser ces comptes, puisque ça va dépendre des éléments de terrain. Quelles données sont disponibles, qu'est-ce qui manque, est-ce qu'on pourrait le développer, à quel coût, etc., etc. Sachant qu'évidemment, la question de qui est prêt à partager et mettre en commun ces données, son partage, sa mise en transparence, est aussi une question en soi. Un certain nombre d'acteurs peuvent être très réticents à partager, par exemple, des données qui montreraient des responsabilités dans la dégradation de l'écosystème. Et donc, ça nous amène directement à la question de la gouvernance. Parce que jusque-là, j'ai utilisé des termes assez généraux, en me concentrant surtout sur le cadre comptable, sur ce qu'il s'agit de compter, etc., en disant les acteurs ont le collectif, etc., etc., mais sans spécifier qui pouvait s'impliquer dans ce travail de construction comptable et dans quel cadre de gouvernance. Or, bien évidemment, la construction d'une telle comptabilité de gestion, toute seule ne performe absolument rien et doit s'insérer dans une réflexion concomitante sur la manière de concevoir la mise en organisation de cet écosystème et la manière d'organiser une gestion sur la base de cette comptabilité. Autrement dit, avec cette proposition comptable viennent directement tout un tas de questions qui ont trait directement à l'organisation de l'action, qui est en mesure de tenir les comptes, au nom de quoi, avec qui, mais aussi face à qui, dans quelle conception de l'action, qui va être amené à rendre des comptes à qui, etc., etc. Et donc, le parti pris derrière cette approche, c'est d'assumer le caractère normatif de ce modèle. Il ne s'agit pas d'avoir un compte de résultats qui prend tout en compte, mais il s'agit de rester centré sur une préoccupation écologique, et à partir de là, renégocier, recomposer un certain nombre de choses avec les acteurs autour de la discussion sur l'amélioration de ce résultat écologique. Donc on assume d'une certaine manière une vision asymétrique d'un travail de composition et d'un travail d'enrôlement des acteurs par un collectif
ou par certains acteurs qui vont être en premier lieu motivés par l'amélioration du résultat environnemental. Et donc, là aussi, on doit tenir compte d'une réalité de terrain et d'un état initial des relations entre acteurs. Qui sont sur ce territoire les acteurs réellement motivés pour entreprendre cette prise en charge collective de la préoccupation et convaincre les autres d'y aller? Que font-ils déjà pour ce faire? Est-ce qu'ils contribuent déjà à la prise en charge de la préoccupation? Certains contribuent déjà, d'autres non. Certains reconnaissent leurs responsabilités, d'autres probablement non. Et je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup ne partagent probablement pas cette préoccupation. Et donc, il y a la question de quelles relations les acteurs qui sont motivés pour impulser cette mise en gestion par la comptabilité entretiennent avec les autres. Le contexte est-il de confiance? Il est plutôt favorable à des formes de coordination, de coopération, ou est-ce qu'au contraire, il est plutôt conflictuel? Quels sont les rapports de force, etc., etc. Tout ça, c'est pareil, il faut en passer par des analyses de terrain pour le comprendre, pour le savoir. Il faut en revenir au contexte pour se poser cette question des entités capitales à préserver. Et puis, ces acteurs qui cherchent à mettre en organisation peuvent aussi s'appuyer sur des conceptions théoriques les plus explicites possibles de la mise en organisation collective de l'écosystème et de la gouvernance visée in fine de l'écosystème. Donc, il y a un certain nombre de cadrages théoriques en gestion de l'environnement qui peuvent être mobilisés, qui sont plus ou moins pertinents pour penser l'action de l'action collective sur les écosystèmes et qui vont éclairer de manière différente la définition du périmètre, la question du rôle possible des différents acteurs, du rôle de la norme, etc., etc. Et du rôle de la comptabilité pour avancer dans cette gouvernance. Alors pour illustrer ça rapidement, toujours sur le cadre de l'exemple, évidemment c'est des exemples extrêmement simplifiés, mais imaginons que sur le contexte que je vous ai présenté, on est dans une situation plutôt de statu quo entre les activités de développement et les activités de prise en charge de l'environnement. Et qu'on a un service environnement de la collectivité de Bras-Mesnil, avec le soutien du département, qui est particulièrement motivé pour essayer d'améliorer la prise en charge de cette préoccupation écologique, mais qui a bien conscience qu'il va falloir en passer par un certain nombre de discussions avec l'ensemble des acteurs. Donc on peut imaginer qu'il prend cette initiative, ce service, et que effectivement sa conception plus ou moins explicite de l'action, ça va être d'intégrer tout le monde dans la décision, l'évaluation et l'action sous son égide. Et dans ce cadre-là, les comptes de contribution, par exemple, peuvent permettre, ou ça peut être une base comptable, pour aider à définir des cibles et des seuils écologiques via des procédures de concertation, qui ensuite deviennent un référentiel partagé, pour organiser le suivi réglementaire des pressions, des contributions et des engagements une fois que ce cadre comptable est adopté, pour définir des aides à la transition selon la valeur des contributions apportées par les différents acteurs, ou encore pour évaluer, et pour que tout le monde puisse évaluer de manière, dans des évaluations participatives par exemple, les résultats de l'action publique en termes d'efficacité environnementale et de justice du dit positif. C'est un exemple possible d'utilisation du modèle des comptes de contribution par rapport à un modèle de gouvernance possible, impulsé par un acteur dans ce cas-là stratégique, qui est le service environnement de la collectivité de Bras-Mesnil. Un deuxième exemple, autre contexte, il y a un historique de conflits très fort sur le territoire, plus personne se parle, il y a très peu de confiance, et tous ceux qui ont essayé de restaurer la confiance, y compris la collectivité, se sont cassés les dents. On peut très bien imaginer que l'association de protection des marais, en alliance par exemple avec la cartonnerie, qui est toujours très motivée pour être exemplaire, et les pisciculteurs bio, entreprennent, au vu de la dégradation rapide de l'écosystème, une action stratégique motivée par une cause commune qui va viser à changer le cours d'action des autres, les interpeller, leur demander de rendre des comptes sur justement leurs impacts ou leur demander de s'engager justement sur des contributions. Donc là, on peut imaginer l'utilisation du modèle des comptes de contribution comme un plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la préoccupation, comme une possibilité pour dévoiler des responsabilités, pour réclamer des contributions. Et puis, dernier exemple, imaginons que sur ce même territoire, il y a un très grand historique de confiance et de coopération, que le syndicat des lacs de la Brème reçoive un financement de l'agence de l'eau pour justement restaurer la qualité écologique des milieux aquatiques, de la biodiversité, et jouer le rôle de médiateur. Il peut chercher à mettre le plus d'acteurs possible autour de la table dans une vision de coordination.
sans perdre de vue la question du résultat écologique, en cherchant à négocier autour de ça et à stabiliser directement des définitions des cibles à atteindre, une définition des résultats à atteindre, et d'utiliser le modèle des comptes de contribution comme outil partagé pour créer de la confiance, de la transparence, se rendre des comptes les uns aux autres sur les responsabilités respectives, sur les efforts et les contributions, etc., via un intermédiaire de confiance. Donc tout ça pour vous dire que le modèle ne peut que se penser par rapport à des modèles d'organisation de l'action qui, eux, dépendent à la fois du contexte initial social et écologique, et qui dépendent aussi d'une certaine conception de l'action collective dans laquelle on va pouvoir porter ce travail de réorganisation pour la prise en charge de la préoccupation écologique. Et dans chacun de ces cas, le modèle des comptes de contribution peut justement aider à négocier ou à discuter un certain nombre d'éléments fondamentaux pour construire des engagements des acteurs. Alors, un autre élément, c'est que effectivement, quand on arrive sur un terrain comme ça, la préoccupation écologique, elle peut être à différents, disons, niveaux de maturité dans son traitement collectif. Il peut y avoir absolument aucune reconnaissance du problème. Par exemple, la fameuse grenouille de la Brème dont je vous ai parlé, si on vient de la découvrir, il y a pas on n'est pas dans une reconnaissance du problème de la préservation de l'habitat de la grenouille de la Brème, et donc on est sur un niveau de maturité assez faible de la prise en charge de la préoccupation. On peut aussi se retrouver dans des situations, c'est le cas le plus souvent, où on est où il y a une reconnaissance du problème, mais où les acteurs ne s'entendent pas sur la priorité à donner à cette préoccupation et sont en train de renégocier l'ensemble des choses, des efforts, des engagements, etc., pour essayer de renégocier ça. Enfin, pour essayer de prendre en charge ou de résister à la prise en charge de l'écosystème. Et puis, si on est sur une gestion ou une prise en charge stabilisée de cette préoccupation écologique, on a l'idée, on peut avoir un certain nombre d'engagements qui sont pris par les acteurs, qui font que la préoccupation écologique et l'écosystème est maintenue en bonne qualité. Voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque moment vous avez reconnu, pour ceux qui connaissent le cycle cosmopolitique des politiques de la nature, mais à chaque moment ou à chaque étape du cycle de composition du monde commun proposé par la Tour, qui est une manière de penser la prise en compte d'une préoccupation écologique et sa trajectoire dans un collectif, eh bien, les modèles des comptes de contribution, ou en tout cas les comptabilités écosystèmes centrées, vont pas forcément jouer le même rôle. Si il y a aucune prise en compte ou reconnaissance du problème, on va être sur des comptabilités qui vont permettre de faire un travail d'alerte, de sensibilisation, de faire émerger, de caractériser, d'identifier ce qui manque, etc. Donc on va être beaucoup plus sur quelque chose qui se rapproche de la machine à question plutôt que la machine à réponse, comme le dit comme l'a écrit Burchell, et donc dans un outil maïeutique plutôt et un outil exploratoire plutôt que un outil de gestion en tant que tel. Donc quelque chose qui peut être un instrument de médiation entre acteurs, justement pour commencer à comprendre l'ensemble des interrelations qu'ils ont autour de ce nouveau problème qui émerge. Si on est dans les négociations un peu difficiles, le modèle peut servir de comptabilité de négociation ou de cadre de négociation entre les acteurs. Et puis, si on est dans une prise en charge, ou à l'issue de cette phase de négociation, dans une prise en charge plus ou moins stabilisée, le modèle des comptes de contribution peut permettre d'organiser un suivi du résultat écologique, un suivi pour garder l'œil sur les nouvelles pressions qui arriveraient, un suivi des contributions et de leur efficacité dans le temps, etc., pour systématiser la prise en charge de cette préoccupation écologique. Et donc, la proposition qui est faite ici, c'est qu'on est en fait sur des comptabilités qui sont à destination
d'acteurs interdépendants donc d'un même écosystème, mais qui ont le plus souvent, dans situations dans lesquelles le plus souvent il n'y a pas de cadre formalisé, ou alors ils sont très imbriqués et enchevêtrés, qui permet qu'ils soient centrés sur la prise en charge de telle ou telle préoccupation écologique. Et l'hypothèse de travail sous-jacente de ce que je vous raconte depuis le début, c'est de se demander si cette comptabilité et la pratique de cette comptabilité ne peut pas être le support de diverses formes de praxis instituantes, d'une certaine manière, qui puissent produire des formes diverses d'agir commun, plus ou moins stabilisées, et qui vont déboucher sur le maintien ou la restauration des capitaux naturels, et ce faisant, dans la renégociation, redéfinir aussi les modes de vie sur le territoire et les référentiels de chacun. Et donc, on en revient à un point commun aussi entre cette notion de commun, comme défini comme cum munus, c'est-à-dire co-obligation, c'est-à-dire des obligations réciproques de ceux engagés dans une même activité, autour, par exemple, de cette préoccupation écologique, qui est particulièrement propice, selon moi, à une approche par la réflexion comptable, puisque au cœur de la question de comptabilité, Alexandre en a dit un certain nombre de choses tout à l'heure, il y a cette notion de systems of accountability, ou système d'accomptabilité, ou de redevabilité, centré, et c'est Robert et Scappens qui ont beaucoup écrit là-dessus, et donc de la manière dont toute organisation est structurée autour de systèmes de reddition de comptes entre acteurs, et de prise d'engagement autour de ces redditions de comptes. Et donc, la question est de savoir comment ces comptabilités peuvent venir structurer des systèmes d'accomptabilité centrés sur des préoccupations écologiques, et ce par sa pratique. La question derrière ça, c'est que le parti pris normatif sur le résultat environnemental n'empêche pas que la construction progressive des comptes, leur pratique, que ce soit dans la discussion coopérative ou dans la négociation, puisse déboucher sur le développement d'un ensemble ritualisé de pratiques, de nouveaux arrangements, de règles, de modes de gouvernance qui peuvent être rendus possibles par la comptabilité proposée, qui serait une sorte d'institution de consolation d'une certaine manière. Ça nous renvoie assez directement à ce que nos amis écossais Colin Day et Shona Russell nous ont exposé à la dernière séance, quand ils ont regardé le cas de la rivière Garry, où un certain nombre d'acteurs, une entreprise d'hydroélectricité, une association de défense des saumons, l'État, etc., s'échangeaient des comptes et des contre-comptes pour faire évoluer justement la définition de cette préoccupation, et ce faisant, faisait évoluer la définition de cette préoccupation écologique, et ce faisant, amener à la structuration de responsabilités réciproques autour de ces saumons. Là, l'idée, elle est un petit peu plus, elle est en fait de prendre un tournant un peu plus affirmé dans cette direction-là, en disant il ne s'agit pas seulement d'avoir des approches sociologiques de comment des acteurs se rendent des comptes à l'échelle d'un écosystème, mais d'avoir des approches intervenantes qui s'appuient sur des cadrages de comptabilité pertinents par rapport à des préoccupations écologiques pour essayer de s'investir dans la renégociation des choses à l'échelle d'un territoire. Donc c'est un peu un tournant stratégique je vois l'heure qui passe, donc je vais aller directement sur ce point-là. Un tournant stratégique en comptabilité, en tout cas sur la biodiversité. La question qui se pose aujourd'hui en comptabilité de la biodiversité, il y a eu tout un mouvement, enfin en comptabilité sociale et environnementale, il y a eu tout un mouvement de décentrement de l'organisation, avec un certain nombre de textes, notamment des textes de Gray, Brennan et Malpass en 2014, qui parlaient de nouveaux comptes sur de nouvelles formes d'entités comptables. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'études qui ont décalé des organisations, du reporting des organisations et des comptabilités des organisations pour s'intéresser aux pratiques calculatoires qui étaient définies et mises en place dans le cadre de dispositifs de gestion d'écosystèmes, par exemple les mécanismes RED de réduction des émissions dues à la déforestation, ou encore l'analyse des comptes produits dans le cadre des problèmes de compensation écologique en Angleterre, ou encore les comptes écologiques et les effets qu'ils ont produits par des associations de sciences participatives qui font des inventaires de biodiversité, etc., etc.
ou encore toute une réflexion sur les comptabilités des parcs naturels, par exemple, et sur la manière dont des parcs naturels prennent en compte l'enjeu écologique dans leur gestion comptable. Et donc, plus récemment, et c'est surtout à ça que ce travail contribue, il y a aussi un mouvement vers des comptabilités qui sont centrées, ou vers des réflexions comptables qui sont centrées sur des problèmes d'environnement, ou sur ce que Vollmer appelle des matters of care, et je viens de parler de la conceptualisation comme entité comptable d'un socio-écosystème par Day et Roussel. Voilà, donc un décentrement qui va plus loin que simplement de suivre les dispositifs ou les organisations au sens formel du terme de gestion de l'environnement, mais qui arrive petit à petit sur la question de définir des nouvelles entités comptables qui seraient des entités comptables socio-écologiques d'une certaine manière, mais dont on cherche encore à poser les termes de la définition. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et donc, la question qui est posée ici, c'est est-ce que par le développement de comptabilité comme le modèle des comptes de contribution, est-ce qu'on ne pourrait pas aller au bout de cette logique de recentrage, en tout cas c'est la proposition, sur d'autres formes d'entités comptables, que seraient les écosystèmes et l'ensemble des interdépendances qui existent à l'échelle d'une préoccupation d'un écosystème donné, en adoptant une posture d'intervention stratégique pour la biodiversité ou pour l'écosystème, et non pas seulement d'analyse sociologique, en cherchant à concevoir du coup activement et expérimenter un modèle et des méthodes sur et pour l'organisation de la conservation dans ces nouveaux périmètres, et en instruisant l'ensemble des questions qu'il faut avoir en tête pour justement définir ce périmètre, définir ses préoccupations, etc. En construisant pour ça de nouvelles alliances aussi avec les chercheurs en conservation qui sont aux premières loges de ce travail aussi à la fois de comptage de la nature d'une certaine manière et d'action aussi pour la protection des écosystèmes. Et c'est ce qu'on a fait dans un séminaire il y a maintenant 3 ans à Cambridge, où on a mis en discussion, on a organisé une discussion de 3 jours entre des chercheurs en comptabilité critique et sociale et environnementale, qui sont dotés qui ont construit pendant des décennies une réflexivité sur l'usage des outils pour l'action. Et puis, des chercheurs en conservation qui développent tout un tas de systèmes de compte, de manière de compter l'environnement, mais qui rencontrent un certain nombre de limites dans leur capacité à ce que ces outils produisent les changements escomptés sur le terrain. Et cette idée de tirer parti consciemment de la performativité de la comptabilité et de construire des comptabilités sur des nouveaux périmètres pour résoudre les problèmes de notre temps, c'est pas simplement un problème de comptabilité sociale et environnementale, c'est aussi une question qui se pose plus largement dans le champ des recherches en comptabilité, avec l'idée d'assumer des postures normatives, mais aussi critiques, qui construisent sur la critique, et j'ai parlé beaucoup d'enquêtes de terrain, etc., et réflexives. Alors simplement, mon dernier point, pour reboucler aussi avec Care, c'est toujours très difficile d'essayer d'expliquer pourquoi on parle de comptabilité sur ces nouveaux périmètres. C'est ce que j'ai essayé de faire. Parce que le plus souvent, effectivement, la comptabilité est associée au périmètre, disons, conventionnel ou historique de leur développement, que sont le périmètre de l'entreprise et le périmètre de l'État. Et donc, toute l'idée, à travers ces comptabilités de gestion écosystème centrée, c'est d'arriver à faire exister un autre lieu par la comptabilité, qui est un lieu de gestion stratégique, de négociation, d'organisation, de coordination de l'action à l'échelle d'un écosystème ou d'une préoccupation écologique, pour venir compléter les cadres au niveau de l'État et au niveau de l'entreprise, et pour que, par exemple, comme on vient de le voir, une entreprise qui appliquerait Care puisse aussi réinscrire son action et l'évaluation de ses impacts et de ses contributions, et donc sa contribution au résultat environnemental, et donc sa résorption de sa dette écologique, dans les socio-écosystèmes dans lesquels il faut nécessairement qu'elle pense cette question.